Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'après-midi. Nos invités d'aujourd'hui vont nous faire le récit d'arnaques aux sentiments qui ont très mal tourné. Si elles témoignent sur notre plateau, c'est pour alerter sur ce phénomène et pour que cela ne se reproduise plus. Alors qui sont ces escrocs de l'amour et comment font-ils pour obtenir de nous tout ce qu'ils veulent? Bonjour Marietta. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez 30 ans quand vous avez été arnaqué par l'homme que vous aimiez. Est-ce que vous diriez que vous avez été aveuglé par vos sentiments? Oui, tout à fait. Aveuglé et puis avec l'objectif toujours de faire plaisir. Donc aucune intention d'arrêter le processus. C'est du passé cette histoire pour vous? C'est du passé, sauf que bon, quotidiennement, quand je fais une consultation de solde sur mon compte, ben, tout me revient. Je sais pourquoi je le fais. Je consulte mon solde parce que je sais qu'il y a des prélèvements régulièrement pour les dettes, les crédits. Parce que vous vous êtes endetté à cause de cet homme, mais vous devez rembourser vos crédits jusqu'en 2020, je crois. 2020, voilà. Mais lui est parti et n'est pas du tout inquiété. C'est-à-dire que c'est vous qui devez payer dans tous les sens du terme. Oui, c'est-à-dire qu'au début, oui, il a participé, donc je pourrais expliquer plus tard, mais au début, il a participé, mais la majorité, on va dire 90% du montant est remboursé que par mois. Alors, vous nous raconterez dans quelques instants votre histoire. Ophélie, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous, c'est un peu différent, puisque l'histoire que vous allez nous raconter cet après-midi n'est pas la vôtre, mais elle concerne quelqu'un qui vous touche de très près. De qui allez-vous nous parler? De mon petit frère Anthony. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mis fin à ses jours pour une arnaque aux sentiments sur Internet. Pourquoi avez-vous tenu à participer à notre émission aujourd'hui? J'ai tenu à participer à cette émission pour dire à tout le monde que tout le monde peut se faire avoir, tout le monde peut se faire arnaquer, qu'il ne faut pas avoir honte et qu'il faut en parler. Et on verra dans le cas de votre frère que ça peut aller très vite et très vite et très loin. Des conséquences absolument dramatiques. Donc c'est important d'en parler et d'alerter. Frédéric Farigou, notre psychothérapeute de couple, est avec nous cet après-midi. On peut tous se faire piéger par amour ou alors certaines personnalités sont plus fragiles que d'autres? Tout dépend de la période de la vie aussi à laquelle cette histoire arrive. C'est-à-dire qu'on peut se faire piéger dans des moments où on est en demande affective, où on est dans un vide, une carence affective, quand on manque de confiance en soi, quand on a aussi manquer d'expériences relationnelles qui font qu'on peut se repérer, parce que c'est ça le principe de l'adolescence aussi, c'est faire des expériences relationnelles pour apprendre à faire confiance ou se méfier de certaines personnes et pouvoir après s'engager. Mais effectivement, la proie des escrocs, ce sont souvent des personnes généreuses qui manquent de confiance en elles et qui ont un grand vide affectif. Vous reconnaissez dans ces caractéristiques? Tout à fait. Période de ma vie à 30 ans, on a des amis autour de soi qui se marient, qui sont en couple, enfin voilà, tout ça. Donc à ce niveau-là, j'étais pas malheureuse. Oui, je rencontrais des personnes, mais j'avais rien construit. Donc forcément, il est arrivé au bon moment. Aucune relation durable jusque-là? Voilà, c'est ça. Voilà, pas durable. La plus longue avait duré combien de temps? 1 an et demi, 2 ans. Avec beaucoup de pauses. Donc, non, là, c'était vraiment la première vraie histoire où je me projetais pour tout ce qui est mariage, enfant. Enfin, je me projetais à travers ses projets à lui. Comment vous l'avez rencontré, cet homme-là? Alors, je l'ai rencontré, je connaissais de vue, tout simplement, et j'ai eu l'occasion de le croiser Il vous à plaisait? plusieurs reprises. Pas particulièrement, mais ce qui m'a plu effectivement, c'est de voir qu'il avait été patient, étant donné que ses avances n'avaient pas cessé pendant plusieurs mois. Ah oui, parce qu'il vous a fait des avances pendant plusieurs mois. Voilà, et donc au bout d'un moment, j'ai accepté, premier rendez-vous, un verre, voilà, discuter, un cinéma. Donc c'est allé assez vite entre vous, puisque vous êtes installés ensemble chez vous. Oui. Au bout de 3 mois. Voilà, il s'est installé chez moi, mais bon, il y a eu quelques changements, comme le mobilier, il a fallu que je change mon mobilier. Il s'installe chez vous, mais ça ne lui plaisait pas chez vous?
Ouais, j'ai le souvenir d'un... Voilà, j'avais un lit en fer forgé que j'aimais beaucoup et il m'a dit oui, ça fait un lit de petite fille. Voilà, j'avais 30 ans, mais bon, voilà, c'était... Donc j'ai suivi le mouvement. Alors Frédéric, est-ce que jusque-là, il y a des indices qui pourraient permettre de dire que Marietta aurait dû se méfier? Moi, je trouve que effectivement le fait de vouloir emménager chez elle au bout de 3 mois, c'est peut-être effectivement un peu rapide puisque ça ne laisse pas le temps de savoir à qui vraiment on a affaire. Et puis c'est comme s'il s'était engouffré vraiment dans toutes vos attentes. Donc il collait à toutes vos attentes sans que vous puissiez voir réellement qui était cette personne. La construction d'un couple, c'est pas ça. La construction d'un couple, c'est ce balai entre mes attentes, les tiennes, comment on peut concilier. Oui, voilà, c'est ça, c'est 50-50. C'est ça. Voilà, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Oui. Mais comme je vous ai dit, oui, avec moins d'expérience que lui. ça. Puis je pense qu'à ses yeux, il était mon mentor. C'est comme un mentor. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais le discours qu'il tenait, c'était que grâce à lui, voilà, je m'épanouissais, je devenais une femme. Alors que quand il m'a connue, j'étais peut-être encore une petite fille dans le monde des bisounours. Mais oui, parce que c'est la caractéristique d'un homme manipulateur, c'est-à-dire qu'il il se met au-dessus. Il considère qu'effectivement, vous êtes une petite fille qu'il faut initier, qu'il faut aider à grandir. Et c'est une manière de prendre le contrôle et le pouvoir sur vous et de vous dire, t'es là, moi je suis au-dessus. Oui. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça. J'ai pourtant du caractère. Je suis émotive, oui, mais j'ai du caractère. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais c'est vrai qu'avec lui, je n'osais plus. Et quand j'osais... mais pourquoi vous n'osiez plus? Parce que j'osais plus. il n'aimait pas que éviter vous les donniez conflits. votre avis? Si vous donniez un avis différent du sien, ça dégénérait? Oui. Ça allait au conflit directement. Très Et vite, puis, c'est allé au conflit? Je dirais pas ça. Non, pas vite. Puisque... non, pas très vite. Mais c'est très succinct, c'est progressif. C'est pas du jour au lendemain, en fait. Physiquement, ça se passait bien entre vous? En fait, alors moi, je pense au physique pour le poids. Moi, j'ai perdu du poids. J'ai été au sport tous les jours je suis allée au sport tous les jours pendant 6 mois. Pourquoi vous avez perdu du poids? Parce qu'il vous l'avait Parce demandé? qu'il me trouvait un petit peu... Un petit peu trop enrobé. Voilà, trop enrobée. Donc j'ai perdu des kilos. J'étais contente moi aussi. Je me suis dit, ah ben super, je fais du 36, je fais plus de 40. Donc voilà, pour moi c'était pour lui, mais ça m'arrangeait aussi. Enfin, je croyais que ça m'arrangeait. Mais je me suis dit, finalement, je perds du poids, je dois m'habiller comme il veut, je me maquille comme il veut, je dois me coiffer comme il veut, et finalement, il me transformait. Voilà. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, mais finalement, je lui plaisais vraiment ou pas? Parce que j'ai l'impression de me transformer en une autre. Je suis moi, mais mon enveloppe n'est plus la même. Voilà. Légitimement, vous pouviez vous poser la question parce que l'amour, c'est pas ça. C'est pas vouloir transformer l'autre à son image, c'est l'aimer tel qu'il est. Je me suis toujours dit, la personne qui s'intéressera à moi alors que je suis en jogging, en sueur, ben, au moins il verra le pire de moi. Et le jour où je serai jolie, ben, il sera content. Et là, oui, voilà, je me suis dit, il veut me transformer. Donc, qu'est-ce qu'il aimait chez moi à l'initiale, à la base? Mais je me posais toutes ces questions. Alors, on verra les réponses que vous avez trouvées tout à l'heure. Ophélie, votre frère, lui, n'a jamais rencontré pour de vrai la personne qui l'a séduit sur Internet. Il était célibataire à ce moment-là dans sa vie? Oui. Il a eu une relation d'1 an environ avec une jeune fille. Pour de vrai? Ou pour de vrai, oui. Et puis ça s'est mal terminé? Oui. Donc après, il est resté célibataire pour oui. quelque temps. Oui. Et donc au moment où il a rencontré cette femme sur Internet, il avait quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui. Alors avant de découvrir comment le piège s'est refermé sur lui, on va surtout retracer sa vie avec ces quelques photos que vous nous avez confiées. Anthony naît le 27 novembre 1996 à Vesoul. Il a 2 sœurs, Ophélie 4 ans et Élodie 2 ans. La famille coule des jours heureux à Saint-Gand, en Haute-Saône. Le petit garçon grandit mais reste très proche de ses sœurs.
À l'adolescence, Anthony est très entouré. Il a beaucoup d'amis avec qui il partage son amour pour la moto. Rien ne laissait présager qu'il se ferait harceler sur Internet. J'imagine que c'est douloureux pour vous de voir ces images. Douloureux, mais peut-être important aussi. Vous les regardez souvent, ces photos? Ouais. J'ai tout sur mon ordi, j'ai toutes les photos de lui sur mon ordi. Ouais. Il avait quel genre de personnalité? Il était fêtard, jovial. S'il fallait aider quelqu'un, il était présent. Il faisait pas de différence. C'était quelqu'un d'ouvert, ouais. Donc plutôt bien dans sa peau. Ouais. Donc à 18 ans, il s'était inscrit sur les réseaux sociaux lorsqu'une jeune femme a commencé à échanger avec lui. Oui, oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Bah, ça s'est passé exactement le 20 octobre 2015, où elle est venue en conversant simplement « Bonjour, comment tu vas ?» Des choses banales, quoi, quand on veut parler à quelqu'un. Comme nous, on le ferait entre nous, voilà. Il vous le disait? Vous avez tenu au courant ou... De rien du tout. Vous l'avez découvert après coup, tout Oui. ça hein. Vous avez remonté l'historique des messages. Oui. Le lendemain, ça a repris des choses banales, mais elle demandait plus d'informations sur la famille, sa situation professionnelle, familiale. S'il était célibataire ou en couple. Il répondait... Bah oui, lui, il parlait, hein, il faisait confiance. Hein. Anthony, il lui faisait racontait confiance à tout le vraiment monde. la vérité? Il lui racontait la vérité? Pas surtout. Sur quoi il a... Et il a menti sur le fait qu'il avait une situation professionnelle stable. Or, il était en recherche de formation et d'emploi. Oui. Donc là, il a dit qu'il avait plutôt une bonne situation. En fait, son rêve. C'était son métier, son rêve. D'accord. Et la personne, que répondait-elle? Elle était réceptive. Elle ressemblait à quoi physiquement? Une jeune fille, hein, moi je dirais de ses âges aussi. Oui, une jeune fille, j'ai vu que sa tête. Donc, Jolie? Moi je la trouvais pas trop belle, mais chacun ses goûts. Dès le lendemain de leur rencontre virtuelle, leurs conversations ont pris une autre tournure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle a demandé son adresse de réseau social webcam. Oui. Alors ils ont fait une webcam, quoi. Quel genre de vidéo? Vidéo de charme, je suppose. Elle? Les deux. C'est-à-dire qu'il se déshabillait Je pense. Je pense, oui. Comme, entre guillemets, jeune de 18 ans, célibataire, ou comme toute personne. Je pense que ça peut arriver à tout le monde, personnellement. Alors, l'arnaque dont vous nous parlez est malheureusement assez fréquente. Et en préparant cette émission, nous sommes entrés en contact avec une mère très inquiète pour sa fille de 17 ans, car elle communique depuis plus d'1 an avec un homme sans l'avoir jamais rencontré. Elle n'a pas pu venir sur le plateau aujourd'hui, mais nous avons tenu à recueillir son point de vue de manière à sensibiliser un maximum de téléspectateurs. On se retrouve après son témoignage. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille entretenait une relation virtuelle avec quelqu'un? Bien, en fait, cela faisait quelque temps qu'elle communiquait beaucoup par téléphone. Elle a commencé par nous montrer des photos d'un jeune homme qui s'est présenté comme quelqu'un de beau, riche, intelligent, qu'il habitait Monaco, qu'il avait une grosse voiture. Voilà, de tout ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Comment est-ce que votre fille justifie-t-elle le fait qu'elle n'a jamais rencontré cet homme? Il trouve toujours une excuse, une voiture en panne, pas d'argent, un grand-père malade, un oncle qui ne peut pas le recevoir, voilà. Rapidement, il a fait beaucoup de tri, beaucoup de ménage dans les amis de ma fille. Dès qu'il avait un doute ou dès qu'une personne avait un doute sur lui, voilà, elle était dégagée violemment. On a tenté de raisonner notre fille, on a tenté de lui expliquer voilà, que cet individu lui mentait. À chaque fois que je tente de lui en parler, elle ferme les yeux, elle baisse la tête et
Elle ne répond absolument plus aux questions. Elle est totalement fermée. Cet individu m'a contactée et je lui ai demandé, je l'ai invité à déjeuner chez moi. Et bien évidemment, il n'est jamais venu. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus du tout eu de nouvelles. Il a surtout changé de numéro de téléphone. Lui qui se disait très riche, voilà, une grosse voiture, une très bonne situation, a demandé de l'argent à ma fille et elle lui a envoyé de l'argent chez une jeune femme à Montreuil. J'imaginais pas du tout qu'un jour, un de mes enfants puisse tomber dans ce genre de piège. Il y a eu un dépôt de plainte il y a un peu plus de 6 mois. Où est votre fille aujourd'hui? Il y avait de plus en plus de conflits entre nous, de plus en plus violents, de plus en plus durs. Donc un soir, ça a explosé. Elle m'a dit que ça la saoulait, qu'elle voulait retourner chez son père. Donc effectivement, je l'ai ramenée ce soir-là, je l'ai ramenée chez son père. Et en fait, voilà, elle n'est jamais revenue chez moi. On ne communique plus du tout, on ne se voit plus du tout. En tant que maman, qu'est-ce que vous ressentez? Je culpabilise parce que j'ai laissé cet individu tisser une toile autour de ma fille. La vie de famille a changé. J'aimerais lui dire que je l'aime, qu'elle me manque et que je me bats aujourd'hui pour elle, pour la sortir de là et que je peux tout entendre, tout comprendre et que mon but c'est de sauver ma fille. Les adolescents comme Anthony, Frédéric ou cette jeune fille là dont la maman nous a parlé sont des proies peut-être plus vulnérables que des adultes? Absolument, plus vulnérables. Ils utilisent beaucoup Internet et que donc ils sont des proies que des individus peuvent facilement repérer sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Ils identifient, donc ils peuvent rentrer dans un mécanisme. C'est un mécanisme d'emprise, comme on décrit souvent du principe des manipulateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent les choses qu'aiment leurs victimes, ils rentrent dans leur univers et petit à petit, voilà, ils les ferment de cette manière et ils les ferment aussi par cette demande affective dans laquelle est forcément l'adolescent, puisque c'est cette transition du passage de l'enfance à l'adolescence qui fait qu'on a envie d'expérimenter des choses amoureuses et on est plus susceptible de se faire piéger, surtout sur Internet. C'est-à-dire qu'à l'autre bout de l'ordinateur, il y a des inconnus. On ne sait pas qui est derrière l'ordinateur. Il y a des gens qui se font arnaquer pour des sommes incroyables, effectivement, avec les ressorts d'une emprise, dans le sens où on joue sur les manques, on joue sur les failles de l'autre. Et dans la construction individuelle de l'adolescent, il est plus fragile, il n'a pas de carapace. Alors Marietta, vous n'étiez plus une adolescente puisque vous aviez 30 ans, mais vous disiez que vous n'aviez jamais vraiment réussi à construire de relations durables lorsque vous êtes tombée sur cet homme qui a emménagé très vite avec vous au bout de 2 mois et qui vous a demandé non seulement de changer beaucoup de choses en vous, physiquement, dans votre manière de vous habiller, de perdre du poids, etc. Mais en plus, il vous a demandé beaucoup de transformations dans votre appartement. Oui. Donc changer de décoration et puis quoi d'autre? Alors, en fait, pour résumer, le changement a été au niveau des meubles, télé. Vous aviez les moyens de vous offrir tout ça? Bah non, enfin tout ça. Oui, j'avais les moyens de m'offrir, mais petit à petit, progressivement. Et là, il y a eu des achats qui ont été faits rapidement. Donc, il vous a aidé à acheter des marques, mais dans plusieurs enseignes. Non. Voilà, dans plusieurs enseignes, il vous a aidé à payer parce qu'il avait un travail, lui. Alors, moi aussi, j'avais un travail. La différence, c'est que lui, il avait un CDI, et moi, je cumulais des CDD. Donc, sauf que, bizarrement, effectivement, les achats, enfin les crédits à la consommation étaient faits qu'à mon nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il vous poussait à prendre un crédit pour financer tout ça? Oui. Donc il y en a eu un premier? Il y a un premier, un deuxième, un troisième, enfin... Ah oui. Et c'était des crédits de combien à chaque fois? 2000, 3000, voilà, 4000. Mais tout dépendait. Donc on peut dire, voilà, aménager une maison avec
des meubles qu'on avait tous les deux, on rassemble, on se débarrasse de certains un peu vieux et puis on rajoute des nouveaux, des neufs, donc armoire, lit, télé, ouais, tout ce qui est hi-fi, électroménager. Vous avez hésité parfois à répondre à sa Bien demande? sûr, j'hésitais tout le temps parce que moi, le monde du crédit, je ne connaissais pas. Quand j'ai emménagé seule, quand j'ai quitté chez mes parents, j'ai tout acheté cash. Donc je ne connaissais pas ce monde-là, crédit, prêt personnel, crédit revolving, tout ça, c'était pas du tout mon domaine. Donc forcément, quand une personne vous rassure, mais qu'elle vous dit que moi j'ai déjà des crédits, il y a la voiture, il y a tout ça, donc je peux pas cumuler trop de crédits. Donc tu les fais, mais je m'engage à payer avec toi. Donc c'est ce qui s'est passé. Il constituait des tableaux sur Excel avec les charges, loyer, EDF, enfin toutes les petites dépenses mensuelles, plus les fameuses mensualités pour rembourser ses crédits. Donc voilà, à aucun moment je me suis posé la question si il était sincère ou pas, puisqu'il participait avec moi aux frais. Donc il le faisait vraiment, il vous Ah oui, remboursait. il le faisait, donc c'est pour ça. Mais à côté de ça, donc devoir m'habiller comme il voulait, Comment il voulait vous habiller? En fait, moi, j'aime bien être décontractée. Lui, il aimait que je sois à talons, même pour aller faire des courses et pousser un chariot. Il fallait que j'ai des chaussures à talons, une petite jupe, des hauts moulants. Enfin, c'était pas moi. Enfin, je pouvais m'habiller comme ça pour sortir en soirée, en discothèque, mais quotidiennement, non, c'était pas moi. Donc ça vous a interpellé quand même qui vous demande De changer de garde-robe, oui. Ouais, un peu de vous déguiser, quoi. Oui, c'était ça, c'est Et vous exactement lui le mot. disiez? Oui. Et qu'est-ce qu'il Eh répondait? ben, la réponse, c'est que c'est ça, être une femme. Une femme désirable pour son homme. Voilà, je dis, mais... j'en rigole aujourd'hui, mais sincèrement, à l'époque, je réagissais moins parce que, pour moi, le but, c'était d'être heureuse dans mon couple. Donc, les concessions, je me suis dit, ça va pas me tuer. C'est pas grave. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est lassant. Lassant de se dire que je ne fais pas les choses naturellement. Se maquiller, c'était pas naturel. Donc quand je reviens de la salle de bain, habillée, apprêtée, et j'arrive dans le salon, il me dit « Ah non, je préférais la petite jupe au marron. » Là, je me dis, je suis pas sa poupée. Ouais. Mais je le disais que au fond de moi. Et c'est ça qui est grave. Et là où la manipulation était déjà installée, c'est que vous n'étiez plus en capacité de dire non. Voilà, je réagissais. Et d'oser dire non, parce que vous étiez amoureuse, parce que ça venait combler un manque, que vous aviez peur de le perdre. Oui. Et que du coup, effectivement, faire tous ces efforts, c'était quelque part normal. Et puis c'était une manière de dire merci de m'aimer, merci d'être là. Justement, vous avez dit de peur de le perdre. Mais il faut savoir que c'est un cercle vicieux parce que entre les crédits, les prêts personnels et cette situation-là, quotidienne, peur de le perdre, pas forcément pour l'affection, c'est aussi en me disant, tant qu'il est là, il continue de payer avec moi. Donc tout va bien. C'était mon assurance, ma C'est hyper garantie. romantique cet argument. Ah oui. Ah oui, mais justement, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, Il y a un là, problème. je ne suis plus heureuse. C'est ça. Le but, c'était d'être heureuse, et finalement, je crains qu'il s'en aille parce que je vais payer toute seule. Je crains... Donc ça veut dire que là, quand même, vous aviez un esprit critique quand même. mais tout à fait, Donc ça veut dire qu'elle était déjà presque sortie de l'emprise à ce moment-là. Pas tout à fait, non. Non. Non, parce qu'elle a dit au début, Non. j'étais pas en capacité d'arrêter la spirale. Ouais. C'est une spirale, c'est ça. Il n'y a pas d'issue. C'est pire. Pour moi, c'est pire qu'un labyrinthe. Labyrinthe, il y a l'issue. Mais là, pour moi, c'était toujours... ah oui, mais si je fais ça, je peux pas le foutre à la porte du jour au lendemain parce que j'en ai marre, je veux retrouver ma liberté. Parce que je me vois pas le faire à quelqu'un. Je voudrais pas qu'on me le fasse, ça. Mais vous le désiriez encore? Vous aviez des sentiments pour lui? Oui, j'avais des sentiments parce que il y avait toujours ce projet de mariage, d'enfant. Il y avait toujours ce projet-là. Donc je me suis dit, bon, c'est une façon de construire sa vie de couple. Tous les couples ont des crédits. Un jour, c'est acheter une maison, une voiture. Moi, c'est le début. Il m'a rencontrée à un moment où j'avais effectivement besoin d'être avec quelqu'un et de me sentir soutenue, épaulée. Alors, vous sentir soutenu, épaulé, est-ce que vous aviez des amis? Est-ce qu'il a cherché à vous isoler? Oui.
Encore une fois, tout ça c'est subjectif, c'est pas visible tout de suite. C'est-à-dire que quand il me dit oui, l'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas forcément. Si tu as des amis hommes, c'est qu'ils veulent coucher avec toi. Voilà, ça commence comme ça. Puis une fois, j'envoie un SMS à un ami homme, un ami, pour son anniversaire, mais une personne que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc forcément, mon anniversaire, je dépose mon téléphone, je fais mes affaires dans la cuisine, et là, il vient, il me donne une gifle. C'est qui Jonathan? C'est qui Jonathan? Alors, je me suis dit, il a vu le SMS que j'ai envoyé. Il vous donne une gifle sur les joues? Oui, oui, oui. Ça arrivait souvent? Ah non, c'était la première fois. C'était la première fois. C'est qui Jonathan? Et donc je me suis dit, ah mince, il a vu mon SMS, mais j'ai rien à cacher. Mais c'était pour l'anniversaire de quelqu'un, mais en fait non. J'ai appris après coup qu'il avait lu la réponse. Moi je l'avais pas lu cette réponse. La réponse c'était, merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, quand est-ce qu'on se revoit? Donc il me laisse pas le temps de m'expliquer que je reçois une gifle. Et donc c'est là que je me dis, ah non, il y a l'argent. Tu te transformes et maintenant il y a la gifle. Non, là, c'est pas possible. Donc la gifle, ça vous a quand même... Ah oui, oui, bah oui, attends. Pour moi, il y a que... j'ai reçu peut-être une gifle de mon père petite, mais c'est tout, quoi. Et alors, vous parlez de vos amis garçons, mais est-ce qu'il a cherché à vous isoler de vos amis filles? Finalement, oui, puisque, bon... vous en je ne parliez, sortais vous, plus. de votre situation à vos copines? Ah non, à personne. Pourquoi? À personne. La seule fois où je l'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, ah oui, j'ai fait un crédit. Une amie m'a dit, mais t'es conne, on prête jamais de l'argent même à son mec. Donc je me suis dit, ben, vu la réponse que j'ai pas envie non plus qu'on me critique, même si je sais au fond de moi que c'est pas forcément correct ce que je suis en train de faire. Donc par honte, voilà, pour éviter justement le regard des autres, en me disant, oh, je me débrouillerai tout seul. Au début, c'était ça. Alors, d'autres de vos amis, d'autres de vos proches vous ont accompagné aujourd'hui. Elles s'appellent Irène et Muriel. Elles sont dans le public et je vais leur demander de venir nous rejoindre. Bonjour. Je ne sais pas si c'est vous. Bonjour à toutes les deux. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Stupéfaite. Stupéfaite? Pourquoi? Vous en aviez pas entendu parler de tout ça? Si, mais pas avec ces mots-là. Et je mesure la douleur de Marietta encore plus. Vous vous connaissiez depuis combien de temps, toutes les deux? Une dizaine d'années maintenant. Donc vous l'avez connue avant? Pourquoi ces larmes? C'est quoi ces larmes? Je pleure pas. Je suis très émotive. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut là? C'est de vous repasser le film et de vous dire qu'elles ont été là après pour réunir tous les morceaux? Finalement, je me dis que j'en aurais parlé à des personnes plus tôt. Je ne me serais pas retrouvée dans cette situation. Voilà. Bon, après, c'est trop tard. Le film est fait, mais voilà, on a des regrets, des remords. Parce que vous en avez parlé depuis le début de l'émission avec un sourire, une sorte d'humour, mais là, on sent vraiment la souffrance, quoi. Ça a été très douloureux. Comme je le dis, encore aujourd'hui, quand je fais mes consultations de sol, quand je me dis que j'ai envie de faire un voyage, je me prive pas. Je peux m'acheter une paire de chaussures, mais c'est toujours, je me serre la ceinture. Et c'était pas la vie que je me menais avant. Donc du jour au lendemain, se retrouver à devoir compter ses sous, regarder combien il reste, être à découvert, ça je connaissais pas. Et c'est pour ça que je pleure. C'est pas, affectivement, je l'ai oublié. C'est le présent aujourd'hui. C'est de me dire, j'ai encore... Il y a des personnes qui vont en prison, ils disent, oh, j'ai encore tant d'années à tirer. Ben moi, j'ai encore quelques années à débourser, à rembourser les choses. Sauf si vous rencontrez quelqu'un qui vous aide. Alors ça, j'ai eu des propositions. Et alors? J'ai eu des propositions, mais je vais vous dire, quand on a perdu son indépendance, quand on a perdu sa liberté pendant un laps de temps, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir se dire que tout ce qu'on fait, ce sont nos fruits. Je me payerai mon permis, je m'achèterai ma voiture, mais c'est moi.
Vous voulez plus dépendre de quelqu'un. Ah non. Non. Irène, pardon. Vous aviez remarqué un changement chez votre amie? Alors Marietta, effectivement, était une fille simple, qui se maquillait pas, qui s'habillait pas sexy. Et à un moment donné, quand elle a rencontré ce monsieur, il y a eu un changement transcendant, je dirais. Et effectivement, elle s'habillait très court, très sexy, hyper maquillée. Donc effectivement, il y a eu un changement. Ça lui allait bien? C'était joli, oui, elle était jolie, mais c'était pas Marietta. Voilà, elle était plutôt un peu potelée, rien de dramatique. Hein. Elle avait complètement perdu du poids. Vous en aviez parlé avec elle? Ben moi, j'ai pas trop osé, je vous avoue, j'ai pas trop osé parce que c'est quelque chose de personnel. Hein. Et ça devient un peu. Vous aviez senti qu'elle n'était pas forcément bien dans sa peau? Oui, très vite, hein, très vite. Pourquoi? Très vite parce que c'était pas le rayon de soleil que j'avais l'habitude de voir en fait, malgré sa transformation, c'était pas. Elle était éteinte? Quelque peu, oui, quelque peu. Tout en étant dans une relation, elle n'était pas du tout épanouie, alors que normalement c'est fait pour rayonner, pour être bien, mais hein, c'était pas ça. Mais j'ai jamais osé aller la voir pour lui poser la question. Et vous? Moi, je suis arrivée après la bataille, on va dire. On s'est connus il y a 15 ans. On s'est perdu de vue. Donc, quand on s'est retrouvés, j'ai tout déballé. Voilà, mais c'était déjà fini? Oui. C'était fini. Et ce qui me peine, c'est que je vois que c'est encore très présent aujourd'hui et qu'elle n'arrive pas à faire face à toute cette histoire. Et j'espère que cette émission va l'aider à se reconstruire. Parce que dès qu'on parle d'argent, c'est le nom de cette personne qui ressort automatiquement. Elle a duré combien de temps, cette histoire? 1 an. Un peu plus d'1 an. Et qui a mis fin à l'histoire? Bizarrement, c'était lui. C'est lui. En fait, ce qui s'est passé... Donc il y a eu plein de choses. Hein. Je n'ai pas le temps de tout raconter, mais progressivement, hein, ça a été progressif, je le précise, parce que si du jour au lendemain, je l'avais vu comme ça, ben, j'aurais dit non, on ne poursuit pas. Mais non, ça a été tellement progressif que après ces achats, les meubles, les filles, ça a été une demande toute simple de l'aider à rembourser une dette. Donc j'ai eu une semaine de réflexion pour prendre rendez-vous avec sa propre conseillère financière. Donc j'ai ouvert un compte à sa banque. J'ai fait un crédit, un prêt personnel dans sa banque. Le montant 10 000 euros, 11 500 euros exactement. Alors comment justifier le fait qu'il vous demandait de l'aide? Donc le deal, c'était que j'ouvre un compte, que je crée un compte avec sa conseillère financière, que je puisse avoir ce crédit et ce prêt personnel et que ce soit lui qui rembourse. C'est-à-dire toutes les mensualités soient remboursées par lui grâce à des virements permanents. Donc le jour où j'ai pris rendez-vous avec cette conseillère... En gros, il vous a demandé de récupérer la somme sur son compte. Sur son compte, voilà. Donc j'ai fait des virements. Donc bien entendu, tu gardes 500 euros pour toi, compensation. Mais on avait bien mis en place avec sa conseillère financière des virements permanents de son compte à mon compte. Des montants qui correspondaient bien aux mensualités. Donc 1er mois, 2e mois, 3e mois, tout va bien. Et au bout du 5e mois, plus rien. Sauf que comme ça allait déjà plus entre nous, j'ai directement contacté la conseillère financière en me disant c'est bizarre, s'il y a un virement permanent, pourquoi ce mois-ci il n'y a pas de virement? Et elle m'explique, vous n'êtes pas au courant, votre compagnon ne vous dit rien, mais ce compte a été clôturé pour mauvaise gestion. Voilà. Là je me suis dit, ah, ok. Donc allons voir l'intéressé directement et c'est là que j'ai compris. Pourquoi vous dites que votre couple s'était détérioré? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que la violence... Parce que j'allais pas bien. Il y a eu d'autres gifles après la première? Non, il n'y a pas eu d'autres gifles. C'était... Vous savez, la violence n'est pas forcément physique, c'est très, très psychologique. Quand on vous fait comprendre que le boulot que je faisais avant, c'était nul. Un peu grâce à lui, j'ai changé de travail parce qu'il m'a motivé, il m'a boosté. Me dire, ah t'as vu, t'as perdu du poids, t'es mieux maintenant. Enfin, à chaque fois, se dire, revenir, que le mérite lui revienne.
tout ce qui était positif chez moi, le mérite lui revenait. Donc, vous souffriez de ces agressions psychologiques, Oui. de ces petites perversions. Oui. Et puis des réflexions, Et une fois, on faisait des courses et je lui ai dit, tu te rappelles, hein, vu que je suis dans le rouge, puisque tu ne me rembourses pas, je te laisse payer les courses tout seul. Et on était à 20 km de chez nous. Hein. Et je ne sais pas si je lui ai dit ça et que ça l'a agacé. À un moment, je ne le retrouve plus dans le rayon. Je vais sur le parking, je laisse le caddie à moitié plein et je vais sur le parking et la voiture n'est plus là. Donc ça aussi, c'est une façon de dire tu es dépendante de moi, tu n'as pas de permis, tu te retrouves à 1 km, tu fais comment? Alors quand je suis rentrée chez moi, parce que j'ai pu me débrouiller avec ma carte bleue, cabine téléphonique, taxi à l'époque, et que le taxi a accepté de faire la course sans que je lui paye, sans avoir la garantie que je lui paye. Je lui ai expliqué. Il m'a donné un reçu, je lui ai payé parce on est à un distributeur automatique. Arrivé à la maison, il est là, affalé sur le canapé, et il me dit comme quoi tu avais de l'argent. Pour payer un taxi, oui, mais pas pour rembourser des dettes toute seule. Et alors, comment il est parti? À la suite de quoi? Parce que, voilà, relationnellement, il y avait plus, l'ambiance était très, très tendue, on n'avait plus de relations, c'était toujours des cris. Donc je rentre un soir, fin d'après-midi, et je sens comme un écho, et en fait, c'est parce qu'il est parti avec la moitié de la maison. Donc je sais qu'il a été aidé. Tout ce que vous aviez acheté, la télé, les armoires. Alors non, la télé est restée. Oui, elle a bien servi à être dans les inventaires des biens par les huissiers. Enfin, il est parti avec des choses faciles à emporter et puis aussi quelques meubles, quoi. Voilà. En laissant un mot? Non. C'était une façon de dire, je t'avais prévenu, ça va plus entre nous, je partirai un jour. Et vous avez eu des nouvelles après coup? Alors des nouvelles, moi non. J'ai pas eu de nouvelles de lui, c'est moi qui suis allée vers lui. J'ai appelé, j'ai exigé des remboursements, j'ai exigé plein de choses. Je lui ai listé les créances et les montants, des mensualités que je continuais de payer. Et il m'a répondu, je ne comprends pas ce SMS. Tu penses qu'à l'argent, tu n'as pas confiance, je t'ai dit pourtant que je ferai le nécessaire, laisse-moi le temps. Mais moi, on ne me laisse pas le temps. L'huissier, il défonce la porte, il ne me laisse pas le temps. Si je dois rembourser, c'est maintenant. Donc voilà, pourquoi je suis... de Frédéric. C'est typiquement pervers, hein, le fait de retourner toujours les situations et de vous responsabiliser de tous les problèmes. Oui. C'est lui qui vous a mis dans cette position d'endettement et vous êtes responsable de ça. En fait, vous êtes responsable, vous n'êtes pas responsable, vous êtes tombé sur un escroc. Donc, ouais. Ça ne m'a pas aidée de me sentir responsable, puisque je me suis encore enfermée dans ma bulle. Je ne sors pas, ou je regarde dans le Judas avant de sortir pour croiser aucun voisin. Je n'en parle toujours pas à personne, j'en en parle à personne, sauf peut-être à un médecin, un psy. Alors, il y en a qui ont de l'argent, ils peuvent se mettre au vert en partant en vacances dans les îles. Moi, j'ai pas d'argent, donc je demande à aller me calmer un peu dans un hôpital psychiatrique. 15 jours. Voilà. Ça m'a fait des petites vacances. J'ai fait des rencontres, je me suis fait des amis là-bas. Ouais, je me suis fait des amis là-bas. Mais au moins, j'oubliais tout. Voilà, c'est... Ça me touche de savoir que vous avez traversé tout ça parce qu'il y a un isolement dans ce qui a suivi. Ah oui. C'est la première fois que j'entends ça quand même. Je n'avais pas d'argent, donc je me suis payé des vacances. Non, mais ça veut dire quand même à quel point... La détresse. Vous étiez dans la détresse, dans la souffrance quand même. Oui. Et le plus dur, c'est de se dire que... On parlait de parents tout à l'heure. Je pense que mes parents... Ils m'ont pas élevée pour que je me retrouve dans ce genre de situation. Je pense que c'est comme pas un échec, mais je me dis, je dois leur montrer que je m'en sors, que j'ai une situation, et de leur dire, papa et maman, s'il vous plaît, hébergez-moi parce que je vais perdre mon logement, je suis endettée, j'ai une dette de loyer. Ça aussi, je vous ai pas dit. J'avais
plus de 2800 € de loyer en retard. J'ai failli perdre, enfin, ils ont failli résilier mon bail. Et mes 3 premiers mois de salaire avec mon dernier CDI en date, ben, j'ai utilisé ce salaire-là pour rembourser. Mais ça me touche ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas que vous inversiez les rôles, Marietta. Vous êtes victime. Parce que sinon, vous achetez le discours de ce pervers. Et de dire, oui, vous avez le droit de dire à vos parents, voilà, j'ai besoin parce que j'ai été victime d'un escroc. Puis ça peut arriver à beaucoup de monde. Oui. Oui, c'est pour ça que, très sincèrement, si là j'en pleure parce que c'est le fait de reparler, mais très sincèrement, je passe pas ma vie et mes journées à y penser, à me morfondre. J'ai repris du poids de la bête. J'ai retrouvé du travail parce que j'étais dépressive, donc j'allais plus travailler. J'ai signé un CDI. J'ai plein de projets. Mais comme j'ai dit, mon quotidien fait que il y a des fois où j'y repense parce que j'ai pas trop le choix. Bah oui, Voilà. c'est normal. Ophélie, comment la jeune femme qu'il a rencontrée sur Internet, sur ce site, comment en est-elle venue à lui parler d'argent? Alors elle en est venue à lui parler d'argent parce qu'à travers ses vidéos, en fait, mon frère s'est fait enregistrer. C'est-à-dire qu'il s'est déshabillé? Ouais, ils ont fait leurs vidéos compromettantes. Ils pensaient que c'était entre eux deux. Or, s'ils ne payaient pas, alors c'était menace, je vais le raconter à ta famille, je vais balancer ta vidéo partout sur le net, à la télé. Elle lui a dit qu'elle, si elle balançait cette vidéo-là aussi, il irait en prison, que c'est des choses interdites qu'il a fait. Elle l'a vraiment bien enfoncé, quoi. Elle lui avait demandé beaucoup d'argent contre la vidéo? 1500 €. Mais pour un jeune de 18 ans qui se sent déjà inutile parce qu'il ne trouve pas de travail alors que c'est un gros bosseur, qui vit chez mes parents, il ne sait pas comment il aurait pu... Les menaces sont montées en puissance? Oui, vraiment... Bah ouais, vraiment très loin. Jusqu'à... donc au 23 octobre. En fait, ça s'est déroulé en 3 jours. Là, c'était assez vite. Hein. Et 23 octobre, jour important pour moi et pour ma famille, parce que c'est mon anniversaire. Ce jour-là, à la fin de la conversation, de la fin de la journée, après toutes ces menaces sur portable, parce qu'ils lui ont demandé son numéro de portable, donc il l'a donné en plus. Donc ce jour-là, Anthony leur a dit si vous continuez de me harceler, je mets fin à mes jours. Je me mets une balle dans la tête. Pourquoi vous dites leur a dit? Ils étaient plusieurs? Oui. C'était pas une femme. C'était pas une femme. Non, c'était pas une femme. En fait, c'était pas une femme? Non. D'accord. Donc, ils utilisent un leur. Voilà. Bah, je pense que pour les hommes, c'est les femmes, et vice-versa. Donc, le chantage a continué, et donc il a mis fin à ses jours. Il y avait des armes chez lui? Chez mes parents, oui. L'héritage de mon papa, de famille, l'héritage familial. C'est tout ce qu'il a pu avoir de son père, déjà. Donc, ouais. Mais en sachant que il y avait plusieurs parties de cette arme qui étaient éparpillées dans la maison. Donc, parce que nous, on l'a toujours connue, cette arme, finalement. Et mes parents l'avaient déjà bien avant qu'on soit là. Et en fait, mon frère, pendant que mes parents étaient au travail, a retourné toute la maison pour retrouver cette arme complète. Et c'est votre père qui a retrouvé son corps? En rentrant du travail dans la nuit du 5 au 6. En sachant que maman était à la maison. Au moment où ça s'est produit? Donc elle a vu aussi Anthony. Comment? Elle a vu aussi Anthony. Alors elle est avec nous, votre mère, Valérie. Je vais lui demander de nous rejoindre.
Donc évidemment, des souvenirs extrêmement douloureux à remuer aujourd'hui. Donc votre mari a découvert son fils donc à 18 ans, qui venait de se tirer une balle dans la tête au bout de 3 jours de chantage pour quelque chose qui pourrait paraître assez dérisoire. Est-ce que pour vous, madame, votre fils allait bien à ce moment-là? Ben, nous, on savait qu'il n'était pas bien au niveau sa situation professionnelle. Parce qu'on ne retrouvait pas de maître d'apprentissage. Il s'est retrouvé au chômage. Ça faisait que 2 mois. C'était au mois de septembre-octobre. Et moi, je lui ai dit, écoute Anthony, t'es à la maison, t'inquiète pas. Je lui ai dit, tu passes ton permis et tu iras au centre de formation qu'on avait trouvé donc, en Franche-Comté. Et voilà, et la journée... la veille du drame, c'est passé comme d'habitude. Vraiment comme d'habitude. Il n'y a rien, vraiment rien qui aurait pu vous alerter. Tout à fait. Il vous en avait pas du tout parlé Jamais, de cette histoire? Jamais. Et on est tous anéantis parce que... Et on culpabilise beaucoup parce que je me dis, moi, en tant que maman, pourquoi il ne m'a pas dit, maman, je me fais harceler? J'aurais voulu qu'il me dise juste, mais on m'a expliqué... qu'en fait, à cet âge-là, il y a un sentiment de honte. Et ils n'arrivent pas à dire à leurs parents qu'ils ont été harcelés pour avoir fait du charme avec une autre personne derrière. Mais à savoir qu'il croyait, lui, que c'était une fille, mais en fait, derrière, c'est un réseau. Juste un commentaire de Frédéric là-dessus, sur le fait que son fils ne se soit pas du tout laissé aller au moindre indice. Oui. Mais ce que dit Valérie est juste, c'est-à-dire par rapport à la honte, c'est-à-dire que c'est... En fait, l'acte suicidaire chez les adolescents, c'est pas forcément la volonté de vraiment de mourir, mais c'est qu'il s'est trouvé dans une situation inextricable. Il ne voyait pas d'autre solution. Pour lui, ça a été la solution, qui est dramatique, bien évidemment, mais il ne voyait pas d'autre solution parce que c'était insupportable d'imaginer se montrer avec ça. Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une période où on est fragile, où on est en construction, donc l'image de soi, c'est ça. Déjà, elle était fragilisée par sa difficulté d'insertion professionnelle. Donc, rajouter par là-dessus, probablement, ça a été insupportable pour lui. Et il s'est trouvé piégé dans une situation inextricable, harcelé par des adultes, avec la puissance de feu d'adultes qui peuvent harceler un adolescent, ça peut être terrible. Oui. Et c'était impossible pour lui de se montrer là-dedans à son entourage. Et malheureusement... c'est la seule solution qu'il a envisagée. Donc c'est important d'en parler parce qu'effectivement, de dire, voilà, il n'y a pas de honte, vous pouvez en parler, ça existe. Et pourtant, Anthony, vous voyez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire aux jeunes qui sont dans cette situation-là, dites-le à vos parents, c'est dur, mais dites-le, vous pourrez être sauvés. Et... il y a des solutions. Il y a des solutions. Et Anthony, c'était un garçon qui n'était pas dupe. Même moi, je me dis, mais comment il a pu se retrouver dans cette situation? Parce que lui, on ne pouvait pas le berner. Et pourtant, lui, il est tombé en plein dedans. Marietta, il vous est arrivé d'avoir des idées noires aussi? Oui. Quand on ne va pas bien, quand on ne trouve pas d'issue, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, effectivement. On se dit, on va se mettre fin à ses jours, pourquoi pas? Mais très rapidement, je me suis dit, c'est pas ma nature, ma culture, Et pour laisser quoi à mes parents, à ma sœur, mon frère, qui eux ont fondé une famille, qui sont en couple, à leurs enfants, mes neveux et nièces. Ah bah ouais, elle est où tata Marietta? Enfin, voilà. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre cet homme? Alors... il faut savoir que j'ai commencé à faire des démarches très tôt, très rapidement. Il y a des possibilités, des demandes d'aide juridictionnelle, tout ça. Mais les premiers rendez-vous, c'est avec des avocats, des rendez-vous gratuits. Et au bout du 3e ou 4e rendez-vous, quand on réalise que finalement on doit passer plus de temps à se justifier, à apporter des preuves comme quoi on n'a pas profité de 10 000 € comme ça. Non, je ne suis pas partie en vacances en Australie avec lui, avec cet argent. Non, non.
il fallait que je passe du temps à apporter des preuves que je n'ai pas utilisé l'argent. Je me suis dit, bon, en attendant, il y a plus urgent. Il y a des frais de prélèvement à payer sur mon compte. Il y a des frais de prélèvement à payer auprès des créanciers. Voilà, et ça va très très vite. Donc, j'ai fait un choix. Le choix de faire un dossier de surendettement et de m'engager pendant plus de 8 ans, plutôt que de me battre dans un tribunal sans avoir aucune garantie d'obtenir gain de cause. Et ça, ce sont les mots de plusieurs avocats que j'ai rencontrés, qui m'ont donné... Mais c'était surtout pour me blinder et pour me préparer psychologiquement. Me dire, tu ne peux pas avoir la garantie d'obtenir gain de cause, mais tu peux faire une démarche. Après, c'est très long. La procédure est très longue. Donc j'ai voulu faire au plus vite. Ophélie, est-ce que vous en avez su un peu plus sur cette personne? Vous me disiez que c'était finalement un réseau. Comment vous l'avez appris? Alors tout d'abord, la veille, en fait, la veille, j'étais chez ma tante parce que je me sentais pas bien. J'ai très mal dormi cette nuit-là. Et le lendemain, sur la route, je reçois un SMS d'une amie qui me donne ses condoléances. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi elle me parle. Moi, je suis à 700 km de ma famille. Alors déjà, ça a fait 700 km. D'accord, ça traverse la France, je ne suis pas au courant. Ensuite, donc, il y a eu des fuites, hein, évidemment. Ensuite, moi, j'essaie d'appeler maman, papa, Élodie, mon frère, évidemment, mon copain, mon beau-frère. J'essaie d'appeler tout le monde, personne ne répond. Mon copain rentrait à la maison à 15h. Il le savait, ma famille le savait. Donc à 15h, je reçois l'appel de ma famille. Donc mes parents et ma sœur. Qui vous annonce la terrible nouvelle? Le décès de mon frère. Alors au début, on pensait que c'était dû au manque d'argent, tout ça. Forcément, ce qui nous menait à ça. Et en fait, moi j'ai eu une conviction, je sais pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec ça. Parce que je savais qu'il était bien chez mes parents, on essayait de tout faire pour qu'il y arrive, tout ça. Et vous avez enquêté, vous avez mené votre enquête. Oui. Vous avez réussi à rentrer dans sa messagerie et à refaire l'historique des messages. L'historique des messages, donc, sur les réseaux sociaux Facebook. Et ensuite, grâce à cette conversation, cette fille avait donné son adresse webcam. Et du coup, moi, j'ai pris les 2 adresses en plus qu'elle a données. Depuis le mien, je tape et j'entre. Et en fait, il s'avère que je suis tombée face à un homme étranger. Mais vous l'avez fait parce que eux ils ne savaient pas que votre frère s'était supprimé. Le réseau, là, Non, ils ne le savaient pas. Donc vous avez pris l'identité de votre frère pour les contacter? Non, la mienne. La mienne. Et donc là, il se trouve que c'est un homme qui vous a répondu? Oui. Donc en fait, ils mettaient une femme quand c'était un homme. Voilà, et ils inversent. D'accord. Ils inversent. Et donc là, il se passe la même chose, le même scénario? Il vous demande de l'argent? Alors on m'a demandé de l'argent, oui. Alors forcément, moi je suis rentrée dans le jeu, ça a duré 3 semaines, avec mon conjoint à mes côtés. Ça, je tiens à le souligner parce que ça a été très difficile aussi pour lui de savoir que j'avais des risques aussi de me faire avoir parce qu'il m'appelait ma chérie, mon cœur et puis tout. Hein. Ouais. C'était le grand cinéma. Il vous a demandé de vous déshabiller aussi sur des vidéos? Il a demandé, mais j'ai refusé. J'ai dit, tu me verras quand tu viendras en France. Par contre, il a vu ma tête, il sait à quoi je ressemble. Et donc du coup, moi, j'ai pu remonter. Alors, j'ai dit, d'accord, tu viendras en France. Voilà, il voulait venir en France. Écoute, viens. Si je peux te faire arrêter, pas de souci. Hein. Donc, ça fonctionne. Il me montre aussi des femmes et puis des hommes de son entourage, je pense, je sais pas. Et ensuite, au moment où il fallait que je paye quand même un peu, hein, il faisait pas ça pour rien. J'ai demandé son RIB, moi. J'ai dit, donne-moi les documents, tout ce qu'il faut que je fasse. Et puis du coup, moi, il m'a donné un nom et puis tout.
Bon, en sachant que pendant ces 3 semaines, j'envoyais tout à la gendarmerie qui enquêtait. Bien sûr. Voilà. Et donc, ils ont réussi à le... Alors, du coup, c'est moi qui ai trouvé tous les noms sur les réseaux sociaux et puis tout, puis qui ai fait des screens, des photos, les adresses URL. Et j'ai tout fait. Hein. Alors ça, on peut dire que je suis diplômée, là. Hein. Ça, c'est bon. Hein. Oui, parce que si Ophélie n'avait pas trouvé ça, parce que moi et mon mari, tout ce qui est, ces réseaux-là, on n'y connaît absolument rien. Ouais. On n'aurait jamais découvert. Jamais. Ma sœur non plus n'y connaît trop rien et les gendarmes n'ont pas le droit aux accès. Donc, vous avez fini par retrouver ces traces et votre manière... Donc, ils ont été arrêtés? Comment ça se passe? Pas encore. Pas encore. C'est compliqué. L'enquête est finie, ça y est. Ouais. Mais maintenant, on attend la convocation pour savoir ce qu'ils vont faire quand même. Et vous vous êtes reconstruite en créant une association? Oui. Donc en fait, quand j'ai voulu me tourner vers une association, parce que moi, je ressentais le besoin de parler, en sachant que mes parents n'étaient pas bien, ma sœur non plus, mon conjoint venait de perdre quelqu'un de sa famille aussi, vers qui je me tourne, une association qui... Et en fait, il y avait 2 associations, oui, mais en fait, j'ai jamais eu de réponse. Donc vous en avez créé une? Oui. Donc j'ai décidé de créer la mienne. Qui vous permet de rencontrer d'autres personnes? Pour l'instant, oui. J'ai fait un passage radio aussi. Parce qu'il faut en parler. Que ce soit... j'ai même des personnes qui sont venues me parler d'une 50aine d'années, qui se sont fait avoir aussi. Donc, moi, mon métier, c'est être soignante. J'aime les gens. Je veux donner aux gens. Je veux les aider. Et donc, vous allez ça a changé ma vie, c'est certain. Grâce à ce combat, comment va la maman? Très difficile. On est tous anéantis. Mon mari, je l'ai tenu à bout de bras pendant les 3 premiers mois parce que on a vécu un traumatisme. On découvre son enfant, on fait les premiers gestes. Je comprends bien. C'est des visions d'horreur, quoi. Oui. Et lui, il était suicidaire. Donc, j'ai réussi à le faire soigner. Qui, votre mari? Oui. Ouais. Oui. J'ai réussi à le faire soigner. Et bon, ça va être très très long et c'est difficile. Vous savez, tous les soirs, on est dans la chambre de notre fils et c'est tout ce qui nous reste. Je comprends. Et c'est malheureux, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui avec ces réseaux, le mal que ça fait, ils nous ont brisés. Ça détruit des vies, des familles. Ouais. Beaucoup trop. Frédéric, peut-être, avant de... Je suis très touchée par ce témoignage et je trouve que vous êtes une jeune femme, Ophélie, avec énormément de ressources. Dans un deuil pareil, vous avez pris les choses à bras-le-corps, vous avez enquêté, vous n'avez pas trouvé d'association, vous en montez une. Vous êtes incroyable. Je trouve que vous avez beaucoup de ressources pour justement avancer avec ce drame qui est terrible, je veux dire, de perdre son frère, de perdre son enfant. J'ai même passé une semaine en hôpital psychiatrique, donc... Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la maman aussi, donc voilà. Peut-être de s'investir auprès de sa fille dans cette association? Déjà, je pense qu'elle a fort à faire avec son conjoint et que ce qui est important aussi, c'est qu'elle l'accompagne, mais que peut-être aussi dans ces moments-là, de trouver des ressources extérieures, de pouvoir en parler avec d'autres gens, dans des groupes de parole, pour pas porter à bout de bras non plus votre mari, parce que effectivement, souvent les parents endeuillés et suite à un suicide ont envie de rejoindre leur enfant. C'est comme beaucoup de parents qui perdent un enfant. Et c'est un long chemin avant de reprendre des goûts à la vie, mais de pouvoir en parler avec des gens qui connaissent et qui ont vécu le même drame, c'est très aidant. Et puis que vous soyez pas seul à le porter lui, vous puissiez avoir du soutien. Oui. Bon courage, en tout cas, ce sera un long chemin de reconstruction. Merci à vous tous d'être venus nous voir cet après-midi. Merci à Frédéric. Merci, toute une histoire vous donne rendez-vous ce week-end en version féminin. Mais d'ici là, on se retrouve tout de suite dans les fauteuils de l'histoire continue. Ne zappez pas. À tout de suite. Merci.